Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir. Sigmund Freud a profondément marqué le XXe siècle. Mais qu'en sera-t-il de sa destinée au XXIe siècle? C'est à cette question que nous allons nous intéresser aujourd'hui après notre générique. Nous nous intéressons à la question du freudisme aujourd'hui parce que vient de paraître à ce sujet un livre intitulé « Freud à l'aube du XXIe siècle », ouvrage publié à l'Esprit du Temps et dirigé par Willy Safran et Adolphe Nisenol, que j'ai invité, Willy Safran, à notre émission de ce soir. Vous êtes professeur de psychiatrie, de psychanalyse à l'ULB et à la VUB, et donc le sujet freudien, si j'ose dire, Willy Safran, c'est un sujet que vous connaissez bien. Alors, nous savons que Freud n'a pas connu les douleurs de la Shoah. Il n'a pas été le témoin de l'hostilité que l'on a manifestée aux Juifs avant-guerre et du martyre juif pendant la guerre. Et peut-être sa pensée aurait-elle été différente s'il avait été le témoin direct de cet événement historique? Est-ce qu'elle aurait été différente selon vous? C'est la question que Adolphe Nisenol et moi-même nous nous sommes posés après avoir organisé un colloque sur psychanalyse et génocide au pluriel, puisque Freud n'a pas connu les grands génocides. Enfin, celui qui devait le marquer le plus, il a d'ailleurs été un petit peu poursuivi à Vienne dans les années 36-37. Celui qui l'aurait marqué, lui, c'est évidemment le génocide contre les Juifs, même si, ayant vécu très tard et très vieux, il aurait pu connaître d'autres génocides. Je ne sais pas si dans son œuvre, il parle du génocide contre les Arméniens, ça je l'ignore. À ma connaissance, pas. À ma connaissance, pas. Par contre, il s'est fort préoccupé, je dirais, de ce qui est à la base des grands conflits, notamment la Première Guerre mondiale, et il y a eu un échange de courriers entre lui et Albert Einstein, sous l'égide de la Société des Nations, où Albert Einstein se montrait d'ailleurs d'une assez grande naïveté, se demandant comment se fait-il que des hommes cultivés, civilisés, peuvent se lancer dans des guerres aussi destructrices et autodestructrices, et Freud lui répond en faisant une analyse de la nature humaine, mais termine aussi sur une petite note extrêmement optimiste en disant que tout ce qui contribue à la civilisation et à la culture va s'opposer à la barbarie humaine. Et la question, effectivement, est de savoir ce que Freud en aurait pensé et surtout si, étant confronté à la Shoah, il aurait dû adapter la méthodologie d'investigation psychanalytique. Alors, il y a la contribution dans cet ouvrage de Paul-Laurent Assoun qui lui estime que les concepts freudiens tels qu'ils ont été élaborés par Freud même sont amplement suffisants pour expliquer tous les phénomènes de société, y compris la Shoah, y compris les génocides, même s'il fait appel à des concepts lacaniens. Et à l'autre bout de l'échelle, vous avez la contribution de Pierre Faution qui lui estime qu'au contraire, la psychanalyse a atteint certaines limites, ne parvient pas à proposer un modèle cohérent de la personnalité humaine et de la société qui soit adapté à l'actualité que nous connaissons et estime que l'apport psychanalytique doit être enrichi notamment par d'autres apports psychologiques et sociologiques, dont notamment la psychologie systémique.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça veut dire la psychologie systémique? Parce que je ne suis pas sûr que les personnes qui nous écoutent comprennent exactement ce que ça signifie. C'est celle qui analyse la personnalité humaine comme faisant partie d'un système, que ce soit le couple, la famille, un groupe social, dans ses interactions, donc, et qui enrichit, si vous voulez, l'analyse de la psychologie individuelle. Et un certain nombre de contributeurs, dont je fais partie, estiment que la psychanalyse n'a pas atteint ses limites et qu'au contraire, elle peut être soumise à des enrichissements non seulement de la praxis, de la pratique psychanalytique, mais également de ses concepts. Et ce qu'un certain nombre de contributeurs ont pris comme exemple, c'est l'évolution des tableaux psychopathologiques de ce qu'on appelle la psychiatrie légère. Au temps de Freud, on était confronté à de belles névroses symptomatiques, hystérie de conversion, cécité psychique, paralysie d'ordre psychique, donc sans substrat organique, ce qu'on appelait les névroses symptomatiques. Et puis on a vu une évolution des névroses symptomatiques vers des névroses asymptomatiques et puis des troubles de personnalité. Différents facteurs ont joué dans cette évolution. Le fait que la société a évolué vers une plus grande tolérance, vers une plus grande écoute, que la souffrance individuelle ne doit pas s'exprimer par des symptômes, mais peut être verbalisée. À cela, il y a eu la contribution de la psychanalyse pour lever les tabous concernant la sexualité, une réflexion autour des pulsions de mort, autour des pulsions agressives, des modifications institutionnelles et structurelles de la société, qui sont peut-être un peu complexes à développer, mais qui font que les névroses ont été en grande partie remplacées par ce qu'on appelle des troubles de personnalité qui, sans symptômes extérieurs, se traduisent par des malaises dans le vécu existentiel et dans les relations avec les autres sans que l'on observe des symptômes. Et parmi ces troubles de personnalité, il y a ce qu'on appelle, et c'est dans notre culture, les troubles narcissiques de personnalité. Pour bien les comprendre, on peut employer l'outil psychanalytique, mais il faut développer, à notre sens, un nouveau concept, et c'est ce qui a été fait d'abord par Heinz Kohut depuis 1984, à côté de deux transferts classiques, transfert d'idéalisation où on perçoit l'autre comme une figure parentale, transfert de miroir où on considère l'autre comme un miroir réfléchissant une image flatteuse de soi-même. Il y a le transfert de gémellité, le transfert où on considère l'autre comme un double auquel on s'identifie dans un mouvement de projection et d'introjection et qui permet de construire la personnalité et qui explique les troubles narcissiques de personnalité. Donc, la psychanalyse n'a pas atteint ses limites. On peut l'enrichir aussi bien du point de vue de la pratique que de la théorie. Et c'est ça qui est passionnant. Cela n'empêche que les autres apports sont extrêmement intéressants. Mais on ne peut pas dire, et ce sera ma dernière question, on ne peut pas dire qu'en 50 ans, la nature humaine ait changé. La nature humaine n'a certainement pas changé. Par exemple, les troubles narcissiques de personnalité, le transfert en double existe depuis l'Antiquité avec Amphitryon de Plaute. Dans nos sociétés, néanmoins, l'intérêt pour les troubles narcissiques de personnalité émerge. Oui, et puis la connaissance, et la maîtrise du phénomène psychologique est plus grande aujourd'hui qu'il y a 50 ou 100 ans, grâce évidemment, en partie, j'imagine, aux travaux de Freud. Donc Freud n'est pas mort. Avec le XXe siècle, Freud a un avenir, si l'on ose dire, au XXIe siècle. Merci de nous l'avoir rappelé, Willy Safran. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent ce soir que vous avez écrit avec Adolphe Niesenholk un ouvrage collectif intitulé Freud à l'aube du XXIe siècle, ouvrage publié aux éditions L'Esprit du Temps dans la collection Perspective psychanalytique. Merci beaucoup. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.